Et on va passer dans 2 secondes à notre invitée du jour, Anne Vittori. Bonjour Anne. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs de Radio Amitié. Pouvez-vous nous présenter votre cabinet, association ? Alors, SOS Médiagir, c'est un cabinet de médiation civile et judiciaire, donc c'est-à-dire que c'est une alternative au tribunal. C'est la seule alternative qui existe actuellement pour résoudre des conflits qu'on va rencontrer au quotidien, qui peuvent être personnels ou professionnels. Votre rôle est-il si différent de celui du conciliateur alors ? Alors oui, il est assez différent puisque d'un point de vue professionnel tout d'abord, puisque le médiateur c'est quelqu'un qui passe un diplôme à la faculté de droit. La médiation est vraiment basée sur la restauration du conflit pour parvenir à un accord. Donc c'est vrai qu'on va prendre le temps nécessaire pour démêler le problème et parvenir à une solution pour pouvoir éviter des suites qui peuvent être assez graves au tribunal, aussi bien financièrement que sur d'autres points. Et vous pouvez intervenir aussi bien entre particuliers ou entre particuliers professionnels ou entre professionnels. Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. À tous les niveaux, on peut intervenir en dehors de ce qui enfreint l'ordre public. Donc on va intervenir effectivement au niveau personnel, je veux dire dans le cercle familial. Ça peut être dans des cas de succession, par exemple. On va intervenir sur des cas de voisinage, sur des cas de malfaçon dans des travaux, sur des conflits qui vont être d'ordre commercial. Et on peut aussi intervenir entre des professionnels, si on a des personnes qui sont en désaccord, si on est en désaccord avec son fournisseur, on peut aussi intervenir dans le domaine du travail, sur du burn-out, du harcèlement moral et également au niveau administratif avec les mairies. Voilà, c'est très vaste. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est très vaste, très varié en termes de domaine et de milieu d'intervention. Et quels sont les avantages de faire appel à vos services dans ces cas-là ? L'avantage, c'est que, si on fait une procédure au tribunal, tout d'abord, il faut quand même savoir que c'est une procédure, ça prend minimum 1 an et demi, et le coût moyen, c'est de l'ordre d'à peu près 10 000 €. Voilà. Aujourd'hui, la seule alternative, comme je l'ai dit tout à l'heure au tribunal, c'est la médiation. Voilà. Donc ça va permettre de résoudre, de restaurer un dialogue entre les personnes et qui va durer maximum 3 mois, pardon. Et c'est vrai qu'au niveau du coût, on va pas du tout être sur les mêmes montants puisqu'on sera sur un coût moyen de 2 000 € et que la somme peut également être prise en charge par la protection juridique et par l'aide juridictionnelle. D'accord, très bien. Donc ça présente des avantages autant pour peu importe si vous êtes professionnel ou particulier, en vrai la médiation, il n'y a que des avantages si on peut... Alors oui, c'est vrai que moi je le vois comme ça. Maintenant, il faut pas non plus généraliser. Hein. Le tribunal a tout à fait sa place parce qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes par la médiation. C'est vrai que les résultats aujourd'hui de la médiation sont quand même sur les statistiques nationales de 85% de réussite et dans notre cabinet on est quand même sur 95%. Donc c'est quand même très satisfaisant. Maintenant, voilà, on va pas se voiler la face. Il y a des conflits qu'on ne peut pas résoudre par la médiation et le recours à un avocat s'avérera indispensable. Il peut parfois même être très utile dans la médiation et le saisir la justice peut s'avérer indispensable. Voilà. C'est parfait. À titre d'exemple, vous souhaitiez notamment nous parler de conseils particuliers et 5 conseils du médiateur judiciaire pour sortir d'un conflit par la grande porte. Écoutez bien, cher auditeur. Oui, effectivement, le conflit, voilà, ça concerne tout le monde et c'est vrai que des fois, un mot peut faire que on va partir sur quelque chose qui va prendre une tournure judiciaire, pas forcément très sympathique. Donc, le premier conseil qui paraît évident, ça va être d'écouter. Alors, quand on parle d'écouter, ça veut pas juste dire être spectateur de la personne, de son interlocuteur. Ça veut dire être vraiment concentré sur ce qu'il va essayer de nous dire. Il y a des gens pour qui les mots, ce n'est pas facile. Ils vont pas forcément employer les bons mots pour expliquer quel est leur problème. Donc il va falloir ne pas hésiter à poser des questions, à observer, à laisser la place au silence pour bien comprendre quel est le message et tenter de le résoudre. Ça, c'est le premier conseil.
Le deuxième conseil, ça va être la clarté. C'est très important d'être clair. Il faut pas s'éparpiller dans des discussions sur des détails. Il faut vraiment se concentrer sur le problème. Et c'est vrai que c'est pas forcément non plus une bonne solution d'incriminer. Je veux dire par là que le fait d'accuser quelqu'un et de faire des relations de cause à effet en disant c'est parce que eh ben effectivement, c'est pas forcément la meilleure façon de présenter les choses. Je donne un exemple. Si je veux dire à mon voisin qu'il me dérange parce qu'il fait du bruit, si je lui dis vous faites trop de bruit, c'est pas du tout la même chose que lui dire j'ai besoin de me reposer et le bruit m'empêche de m'endormir. D'accord. Voilà, dans ce cas-là, j'adresse un message qui est neutre et j'invite mon interlocuteur à comprendre pourquoi il me dérange. Voilà. Et c'est très important aussi de faire attention à l'interprétation. Il ne faut pas interpréter les attitudes des autres personnes. Il y a 1000 raisons qui peuvent faire qu'ils vont réagir de telle ou telle façon. On est tous différents. Le troisième conseil, ça va être prendre le temps de la réflexion. Il ne faut pas réagir à chaud. Ça, c'est vraiment un piège dans lequel on tombe trop souvent. Parce que quand on réagit à chaud, on réagit sous le coup des émotions. Et on peut parfois dire des mots ou avoir des agissements qui vont avoir un caractère irréversible. Après, ce ne sera plus possible de discuter avec son interlocuteur. Donc faites très attention au téléphone, aux SMS, aux appels et aux recommandés. Un recommandé, ça peut être très bien. Par contre, faites attention à la suite, réfléchissez bien à la suite, pourquoi vous adressez ce recommandé, ce que vous allez mettre dedans et ce que ça risque de générer chez votre interlocuteur. Le quatrième conseil, ça va être de se concentrer sur la recherche d'une solution et pas la recherche d'un responsable ou d'un coupable. Voilà, on a tous tendance à faire ça également, mais dans le fond, c'est pas ce qui résout le problème. Aujourd'hui, on a un problème, il est là, il faut qu'on tente de le résoudre et il faut vraiment se concentrer sur la recherche de solutions. N'hésitez pas à proposez. Même si c'est refusé, la personne en face, elle aura l'occasion de répondre et en plus, vous lui montrerez, vous l'inciterez à lui également vous faire des propositions. La dernière technique, c'est de noter. Une fois qu'on a avancé dans tout ce processus, c'est important de mettre les choses par écrit. Tout d'abord parce que ça permet de cadrer les choses, et puis ensuite parce que l'engagement écrit, même si c'est ce qu'on appelle un acte sous seing privé, puisque ça reste entre deux particuliers, entre deux personnes, ça va engager moralement. Et ça, c'est important. En plus, si jamais vous continuez une procédure, ma foi, ce sera une preuve écrite, voilà, que vous pourrez éventuellement utiliser. Mais écoutez, j'ai l'impression qu'en tout cas, quand on se lance dans la médiation, c'est très stratégique. Attention, il faut bien réfléchir, bien prendre le temps. Et vous, dans tout ça, votre rôle, ça va être quoi? Alors, quand les personnes vont se rencontrer, ou même peut-être... Comment vous allez pouvoir intervenir en fait? Alors nous, on va justement encadrer tout ça. Notre rôle, il va être basé sur des entretiens individuels, puisqu'on va rencontrer les personnes une à une. Et c'est vrai que c'est là qu'on va vraiment prendre le temps de les écouter, de comprendre bien les enjeux et de comprendre ce qui se passe. Voilà. Et de les préparer également aux séances qui vont suivre, puisque après avoir fait ces entretiens individuels, le but est également de faire des entretiens collectifs durant lesquels chacun va pouvoir exprimer son point de vue, être écouté par l'autre, et c'est ce qui va permettre de peut-être prêter attention à des choses auxquelles on n'aurait pas prêté attention avant. Et c'est ce qui va permettre que petit à petit, on commence à proposer des solutions, à proposer des options et à résoudre le problème. Donc la rencontre est essentielle. La rencontre est essentielle et le travail du médiateur va être d'encadrer cette rencontre et de veiller à ce qu'elle se passe bien, à ce que les personnes soient pondérées, à ce que les personnes soient dans de bonnes conditions pour pouvoir
pour pouvoir échanger. Le travail du médiateur également, enfin nous, la façon dont on travaille au cabinet, c'est qu'en général, on rédige les projets d'accord. Voilà, donc à l'issue de la médiation, on va rédiger un projet d'accord que les personnes pourront utiliser, modifier, et qu'elles pourront signer, garder sous seing privé, donc c'est-à-dire entre elles, ou alors qu'elles pourront décider de demander au médiateur de faire homologuer au tribunal afin que ça devienne un jugement. Voilà. D'accord. Donc en gros, ils créent leur contrat. Exactement. Ils sont là pour créer leur contrat et vous les accompagnez dans cette démarche-là. Exactement. Et derrière, c'est eux qui choisissent quel effet aura ce contrat par rapport à leurs problèmes. Absolument, absolument. Quelque part, c'est vrai que si on fait un très gros raccourci, ils peuvent être décisionnaires de leur jugement, puisque... Voilà. Il faut savoir quand même une chose également que j'ai pas dit jusque-là, mais c'est que la médiation est devenue un processus amiable obligatoire depuis le 1er janvier 2020, avant tout procès de moins de 5 000 €. Et si on ne passe pas par un processus amiable, ça peut être soulevé donc au tribunal à peine d'irrecevabilité. D'accord. Donc c'est au-delà de la dimension efficace dont j'ai parlé jusque-là, c'est vrai qu'il y a quand même une dimension également... Oui, quand j'y pense, une personne qui refuse de se lancer dans une solution amiable, ça peut être signe de mauvaise foi aussi. Au tribunal, le juge peut l'interpréter comme peut-être est-ce qu'il y a quelque chose à se reprocher ou... Alors là, vous êtes dans l'interprétation, attention. À éviter. Si je me rappelle bien vos conseils, c'est à éviter. Oui, il y a un peu de ça. Non, effectivement, le refus de la médiation peut s'expliquer de différentes façons. Après, nous, on n'est pas là pour justifier ce refus. Et en cas de refus de la partie adverse de participer, notre cabinet fournit une attestation de refus à la partie qui l'a demandé. Et c'est là que c'est important, c'est que cette attestation de refus va pouvoir être produite en justice par la partie adverse. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention quand même, parce que on ne sait pas comment interprétera le juge. Voilà. Ça peut jouer à sa défaveur en fait. C'est vrai que quand on a demandé un processus amiable et que l'autre personne a refusé, c'est... D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette précision. On va terminer sur quelques infos pratiques, si vous me permettez. Bien sûr. Comment les personnes peuvent vous contacter si elles veulent s'engager dans la médiation judiciaire, où est-ce que vous êtes disponible, à quel jour ? Alors, on est disponible uniquement sur rendez-vous. On a 3 points d'intervention, donc sur Montbéliard, 6 rue Bataille, sur Belfort, 6 Grande Rue, et on tiendra des permanences dorénavant sur Ronchamp, donc 2 jeudis par mois à la mairie. À partir du 17 février. Voilà, c'est ça. Très bien, vous serez tous les jeudis matins là-bas de 9h à midi. Oui, c'est ça. Super. Eh bien écoutez, est-ce que vous avez d'autres informations, coordonnées à nous transmettre ? Je voudrais juste ajouter une dernière précision par rapport à la médiation de la consommation, parce que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Donc la médiation de consommation, c'est quelque chose dont on entend parler, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous. La médiation de la consommation, c'est une obligation pour les professionnels de cotiser à un organisme de médiation de la consommation pour proposer aux consommateurs de pouvoir passer par ce médiateur en cas de problème. C'est une procédure qui se fait uniquement par voie postale ou par internet et qui n'est pas du tout orale. La médiation de la consommation, vous faites part de votre problème, le médiateur va proposer une solution, soit vous l'acceptez, soit vous la refusez. Voilà, c'était une petite précision. Eh ben, précision très importante, merci Anne Videri, et n'hésitez pas à consulter leur site internet sosmediagir.fr. Merci beaucoup, bonne journée à tout le monde.